Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Félix Chassier. Félix se définit comme l'homme de l'ombre de pas mal d'infopreneurs, des noms relativement connus sur le marché francophone, et il aide ces infopreneurs sur la partie gestion de leur entreprise, sur la partie comptabilité, TVA, service client, etc., etc. Félix vient de s'associer avec Julien Novak-Bourgoin, qui était passé d'ailleurs sur le podcast Jams, donc c'était l'épisode 9. Si vous vous rappelez, on avait parlé de recrutement, de management d'une équipe distribuée. Donc Félix et Julien s'associent pour lancer un service d'outsourcing à destination des infopreneurs et des e-commerçants. Et l'outsourcing, c'est quelque chose dont on entend assez peu parler. On entend beaucoup parler de recrutement pour grandir sur Internet. Il faut recruter une équipe distribuée. C'est quelque chose qui fonctionne, mais bon, il y a quand même pas mal de douleurs associées au recrutement, le process de recrutement et puis derrière les process de management. On en a parlé avec Julien donc dans l'épisode 9 du podcast Jams. Et à côté de ça, on entend donc assez peu parler d'outsourcing. Donc dans cet épisode, on va vraiment mieux comprendre ensemble ce que c'est que l'outsourcing, donc ce qui s'appelle l'externalisation en français. Et donc la question aujourd'hui à laquelle on va répondre, c'est outsourcing versus recrutement. Quand est-ce que c'est judicieux de recruter quelqu'un en interne dans son équipe et quand est-ce que c'est judicieux, au contraire, d'aller outsourcer une partie de ses activités. Avant de lancer l'épisode, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence Jams. Donc chez Jams, on accompagne, on aide des entrepreneurs, des entreprises à vendre plus sur Amazon. On vous donne les clés, les outils pour vraiment tirer pleinement parti de l'opportunité Amazon. Donc je vous donne rendez-vous sur jams.fr pour avoir un peu plus d'infos. Ça s'appelle jamz.fr. Ces derniers temps, il y a de plus en plus de gens qui m'approchent en me demandant si je vais proposer des formations. Et donc la réponse est oui, c'est quelque chose qui est dans les cartons. Alors je ne vais pas proposer de formation très générique pour commencer Amazon et partir de zéro, etc. Au contraire, je vais plutôt chercher à proposer des formations très spécifiques sur des sujets plus avancés. Et donc pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams, donc à l'adresse suivante, jamz.fr/email. Ça s'appelle jamz.fr/email. Et aussi une courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Donc Retail Arbitrage Flipping, c'est un fournisseur de produits retail arbitrage, mais c'est aussi un prep center, c'est-à-dire un centre de préparation dans lequel ils réceptionnent, préparent, étiquettent vos produits et envoient les colis directement dans les entrepôts Amazon. Donc pour avoir plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur retailarbitrageflipping.com. Donc ça s'appelle Retail Arbitrage Flipping avec 2 P et un G à la fin.com. Voilà pour l'intro, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Félix Chassier sur tout ce qui touche à l'outsourcing. Je prends des clients un peu premium, c'est-à-dire que je prends des gens qui ont une certaine déjà assise sur le web et un peu je fais entre guillemets tout ce qu'ils veulent pour eux. C'est-à-dire que je mets en place tout un tas de choses en termes d'automatisation. Je m'occupe de gérer l'administratif, la question des taxes, notamment la TVA sur le numérique qui est assez pointue, qui demande une expertise assez pointue. On a des équipes de support client pour modérer les commentaires YouTube, notamment sur les messages haineux qui ont vraiment un impact sur leur morale, etc., sur le moral des créateurs, de voir ces haters, etc. Donc en fait, on fait tout ce que les créateurs ne veulent pas faire, c'est-à-dire que on dit à notre client, tu te poses, tu fais ton contenu et on s'occupe de tout le reste. Ouais, super. Donc vraiment leur faciliter la vie, faire ce à quoi ils sont bons et s'occuper, entre guillemets, c'est pas des tâches ingrates, mais on va dire que ce sont des tâches qui apparaissent à partir du moment où il y a un business, il y a des besoins en comptabilité, il y a des besoins légaux, fiscaux, enfin de tout type. Et donc, ils n'ont pas forcément envie ou besoin de le faire eux-mêmes. Et donc, c'est là que tu interviens pour venir les complémenter. Et la grosse différenciation, c'est que l'avantage avec nous, c'est que y a un interlocuteur unique qui est moi, et il n'y a pas besoin de gérer des équipes. C'est-à-dire que le créateur, il a envie de parler qu'à une seule personne. Et il n'a pas envie de gérer des équipes, etc. Et donc après ça, c'est mon boulot. Donc je suis un peu l'interface qui est pluggable à n'importe qui pour ces gens-là, quoi. D'accord, ouais. Donc, aujourd'hui, tu as monté une équipe. Et donc, quand on parle, par exemple, d'aller faire de la modération de commentaires sur YouTube, ce sont des personnes de ton équipe qui vont s'en charger et avec qui le créateur en question n'a pas forcément de contact, ne sait même pas qui c'est, mais veut simplement que le job soit fait, quoi. Exactement. Moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est mise en place des systèmes et de l'administratif, de la TVA, etc. Donc, autant l'automatisation que le fait de vraiment tout cliner d'un point de vue
comptable, etc. Et après, mon équipe sur tout ce qui est support client, tout ce qui est modération, etc. Même aller chercher les factures sur tous les services en ligne. Non, ça c'est moi qui le fais. Ça dépend des questions des accès, ça. Mais voilà un petit peu pour résumer ce qu'on fait. D'accord, ouais. Et alors, donc, ouais, on parle d'outsourcing aujourd'hui dans l'épisode. Yes. Donc, ce serait ma première question. Comment est-ce que tu définis l'outsourcing d'une manière générale? C'est assez simple, en fait. C'est le fait d'externaliser des tâches en dehors de son entreprise. C'est faire la concession, entre guillemets, faire aussi le deuil entre guillemets, d'embaucher des gens c'est une autre façon de le définir, c'est-à-dire que l'outsourcing, c'est faire le deuil d'avoir des salariés pour ces tâches-là et de se reposer sur des personnes de confiance qui vont justement effectuer toutes ces tâches qui vont être outsourcées, qui vont être externalisées. Et finalement aussi de son cerveau, on sait que il y a quelqu'un qui le fait bien, c'est fait, etc. Tac, on n'a plus à y penser. On envoie entre guillemets. Ça se résume à une ligne comptable du paiement qui est fait, et on n'a pas, évidemment, qu'on peut vérifier le travail, etc. Mais je veux dire, c'est un peu la vision qu'on a de l'outsourcing. Ouais, vraiment simplifier, alléger pour la personne, pour que cette personne puisse se concentrer sur les choses sur lesquelles elle est forte, et typiquement créer plus, faire grandir le business. Et donc, en ayant, on va dire, la confiance que cette partie-là n'est pas négligée, au contraire, est gérée, donc que ce soit support client ou autre. C'est intéressant que tu parles de deuil. Que cette partie-là soit autonome et tourne toute seule. Donc, c'est vraiment quand on outsource, l'objectif, c'est de se dire que le truc tourne tout seul au bout d'un certain délai qui peut être de plusieurs semaines, on sait que le truc fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ouais, c'est intéressant du coup parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé à grandir et il y a un moment, en tant qu'e-commerçant, je pouvais plus être l'homme orchestre qui fait absolument tout, du support client à la compta, au marketing, etc. Enfin, tu vois bien comment on démarre, mais au bout d'un moment, on tape vite les limites de ce qu'on est capable de sortir et de produire en tant qu'entrepreneur. Et donc, moi, à ce moment-là, je me suis plutôt dit, et j'en avais parlé dans l'épisode avec Julien, je vais recruter quelqu'un pour m'aider. Là, l'outsourcing, c'est différent parce que quelque part, tu recrutes un service, un prestataire de service, qui lui, derrière, va faire le management. Et donc, comme on disait, tu n'as pas cette partie de gestion d'humain et de management à faire, où le process de recrutement, c'est simplement, entre guillemets, tu cliques sur un bouton pour acheter le service et derrière, le service est rendu, mais c'est ça la différence finalement entre recruter quelqu'un et faire appel à un service d'outsourcing. Exactement, ouais. C'est vrai qu'on pense souvent par défaut au fait de recruter, mais c'est un peu aussi je dirais la faute à l'outsourcing elle-même, c'est que il y a assez peu d'acteurs qu'on connaît et qui ont une réputation, qui sont fiables, etc. Donc, par défaut, comme on ne connaît pas forcément cette dimension-là, on va plutôt d'emblée penser à recruter. Mais on va voir de toute façon ensemble qu'il y a des cas où c'est beaucoup plus intéressant de recruter et dans d'autres, c'est beaucoup plus intéressant d'outsourcer, justement. Ouais, complètement. On va parler de ça. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu disais. Tu vois, quelque part, tu parlais qu'un entrepreneur devait faire le deuil de monter une équipe s'il décide de prendre la route de l'outsourcing. J'aimerais que tu parles de ça. Tu me disais en off que le piège, en fait, c'est que beaucoup d'entrepreneurs montent une équipe pour des mauvaises raisons. Oui. Typiquement, est-ce que tu as des exemples de mauvaises raisons qui amèneraient un entrepreneur à monter une équipe alors que quelque part il est en train de se tirer une balle dans le pied ou de faire quelque chose en tout cas qui va le desservir? Yes. On peut parler cash sur ton podcast. On essaye, mais oui, s'il te plaît. Allez. En fait, c'est assez courant de voir des gens qui recrutent pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que souvent c'est des raisons qui sont inconscientes, hein. Mais par exemple, une mauvaise raison de le faire, c'est pour l'ego. C'est-à-dire, je recrute pour, entre guillemets, avoir l'ego de me dire que j'ai une équipe
Pourquoi? Souvent, quand tu es seul dans ton activité, personne te prend au sérieux, en fait. C'est-à-dire que, quand tu parles de ce que tu fais autour de toi, les gens, qu'est-ce qui te renvoie à la figure? Ils te renvoient le fait que ton truc, c'est pas sérieux, même si tu fais, beaucoup d'argent, hein, ça Mmh. c'est pas dépendant, de l'argent que tu fais. C'est-à-dire, même si tu dis combien tu gagnes et cetera machin, ça sera jamais sérieux aux yeux de certaines personnes parce que tu as pas les locaux, tu as pas les salariés, tu as pas les machins, tu coches pas, tu coches pas certaines cases qui sont dans l'inconscient collectif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça dépend très souvent de ton environnement, mais certains entrepreneurs se retrouvent avec une espèce de pression inconsciente, par exemple pour prouver à leurs parents que leur projet est sérieux ou je sais pas quoi. Ils se disent j'ai une vraie boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, je crée Comme une vraie si boîte. on avait le type avait construit une fausse boîte. Exactement. Ce qui, je pense, est une mauvaise raison. Euh, Après, si c'est conscientisé, c'est-à-dire qu'on sait que c'est important pour nous d'impressionner ses parents et que pour ça, on est prêt à, entre guillemets, payer un coût supplémentaire, un coût supplémentaire en termes d'énergie, en termes de temps, si en fait le modèle d'outsourcing se révélait plus intéressant, il n'y a pas de problème. Il faut juste, à mon avis, être conscient de pourquoi on choisit de recruter plutôt qu'outsourcer ou l'inverse, et pas que ça soit des raisons par défaut, comme on peut voir souvent. Mmh. Complètement. Et du coup, c'est la question suivante. Quand ce besoin se fait sentir, on se rend compte qu'on n'arrive plus à faire tout ce qu'on a à faire et qu'on se dit, est-ce que je recrute ou est-ce que j'outsource? Comment est-ce qu'on peut prendre sa décision? Quels sont les critères qu'il faut regarder? Enfin, comment tu vois, un entrepreneur peut réfléchir à la question et prendre derrière la bonne décision, sachant que l'outsourcing, c'est pas la réponse à tous les coups. Donc, comment est-ce qu'on réfléchit à outsourcing versus recrutement? Alors déjà, ça dépend de quel profil l'entrepreneur est. Est-ce que c'est l'entrepreneur qui est seul ou c'est la PME, etc. Donc, si on part de l'entrepreneur qui est seul, je pense que la principale chose à se demander, c'est est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui, à long terme, va avoir des responsabilités importantes. C'est-à-dire que, est-ce qu'on souhaite la première question qui est contre-intuitive à se poser, c'est se demander, à un horizon de 3 ans, est-ce qu'on a besoin, d'un directeur, en fait, de quelqu'un qui prend des décisions, qui est capable de prendre des décisions sur le business et cetera, d'avoir je dirais un poste un peu stratégique. Si c'est pas le cas, pour moi, il y a pas d'intérêt à recruter en interne. C'est-à-dire que vraiment, je vois l'avantage de recruter, c'est le fait, qu'avec le temps, quelqu'un va pouvoir assumer de plus en plus de responsabilités et finalement arriver à un poste qui a des décisions stratégiques sur le business. Mmh. Ça marche souvent beaucoup mieux de recruter quelqu'un, par exemple un VA, par exemple aujourd'hui, et que dans 4 ans, il a un poste un peu stratégique, plutôt que d'emblée recruter quelqu'un qui a un poste stratégique. Mmh. Cette personne, finalement, évolue avec le poste. Donc pour moi, c'est vraiment une décision sur l'avenir. Est-ce que dans 3-4 ans, j'aurai besoin de quelqu'un qui prend des décisions stratégiques? Mmh. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'exemple donc d'un ami entrepreneur qui est aussi vendeur sur Amazon, alors plutôt aux US en l'occurrence, et qui a recruté aux Philippines un gars. Donc au début, c'était pour faire du bookkeeping, donc de la comptabilité. Et de proche en proche, il lui a donné de plus en plus de tâches. Donc, tiens, est-ce que tu pourrais gérer mes campagnes de pub? Et bien sûr, il lui a donné de quoi se former. Hein, c'est pas arrivé comme ça. Donc, cette personne a commencé à gérer ses campagnes de pub. Et puis, tiens, il y a le support client. Et puis, ensuite, donc, il y avait des campagnes de pub externes sur Facebook à gérer. Et puis ensuite, voilà, c'était, tiens, on doit créer des listings. Il faut que tu pilotes la graphiste, etc. Et de proche en proche, il a vraiment grandi dans le poste et finalement, aujourd'hui, il assume un rôle qui est celui d'un COO, donc d'un directeur des opérations, et il coordonne énormément de choses en interne. Et c'est vrai que le fait que, comme tu viens de l'expliquer, qu'il ait
commencé, on va dire, par la petite porte. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas qu'il ait un historique long dans l'entreprise, qu'il ait vu petit à petit beaucoup de choses et qu'il ait comme ça cet historique avec l'entrepreneur, bah il y a vraiment une compréhension mutuelle qui s'est mise en place, une confiance, et du coup bah, la personne excelle vraiment dans son boulot, et aujourd'hui bah, voilà, sans lui le business irait beaucoup moins bien, et il a un vrai poste. Ça, c'est le profil, ce que tu décris, c'est le profil parfait pour recruter en interne. Souvent, tu vois, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est que ça arrive un peu par la force des choses, un peu, je dirais, par hasard, et alors qu'on n'y a pas réfléchi en amont, tu vois, Mhm. au moment de recruter. Mais justement, si on est capable de se projeter sur l'avenir en sachant qu'on souhaite ça, il faut recruter en interne. Donc ouais, c'est un peu cette idée que le recrutement, ça doit être vu comme un investissement sur la durée, tandis que l'outsourcing, c'est plus, j'ai besoin, on va dire, d'un service qui soit rendu, mais j'ai pas de projection particulière ou d'attente particulière. Il faut simplement que le job soit fait, qu'il soit bien fait. Et Exactement. voilà, ouais, c'est comme ça que Parce tu qu'en traces la fait, ligne. s'il n'y a pas d'investissement à long terme, ça pose tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qu'on recrute en interne dans une entreprise a besoin d'évoluer. C'est tout à fait humain d'évoluer dans une entreprise. Donc il faut savoir si on se projette là-dedans, si on est capable d'offrir une perspective d'évolution ou pas. Si on n'est pas capable justement de le faire, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent il y a un turnover. C'est-à-dire que on va recruter quelqu'un pendant un an, voilà, on va être content, etc. Et du jour au lendemain, le gars dit ah bah on arrête, machin. J'ai trouvé quelqu'un. Tu vois, par exemple, ça arrive souvent. Alors je sais pas si dans l'e-commerce, alors Julien connaît beaucoup mieux l'e-commerce que moi, mais par exemple chez les infopreneurs, ça arrive souvent que des gars recrutent par exemple un étudiant pour faire quelques heures, par exemple 2 heures par jour. Mais comme ça s'inscrit pas finalement dans le projet professionnel de la personne, eh bien, bah, le problème, c'est que dès qu'elle aura fini ses études, etc., elle va trouver entre guillemets un vrai travail, et tout ça, ça va partir. Alors Mhm. évidemment aussi, on peut recruter dans des pays comme Madagascar, les Philippines, etc. Mais c'est pareil partout. Tu vois, dans ces zones géographiques aussi, tu as pas mal de turnover s'il n'y a pas de perspective d'évolution, parce que les opportunités grandissent énormément. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi qui visent justement ces zones-là. Et dès que finalement ils trouvent un meilleur job, etc., si toi, tu n'es pas capable d'offrir une évolution, bah, ils vont partir, tu vois. Mhm. Donc c'est hyper important de savoir si on est prêt ou pas à offrir des perspectives d'évolution dans son entreprise. Complètement, d'accord. Alors il y a quand même quelque chose qu'on pourrait mentionner, donc dans cette question, est-ce que j'outsource, est-ce que je recrute, c'est que quand on recrute quelqu'un, forcément c'est pour un temps donné, enfin je veux dire un temps qui peut être long, donc il y a quelque part, on cherche à recruter quelqu'un, il y a toujours une phase de formation au début, donc c'est pour que la relation dure dans le temps, versus l'outsourcing qui est un petit peu plus transactionnel de ce que je comprends. Enfin, comment est-ce que tu vois cet aspect-là de la flexibilité que permet l'outsourcing versus la construction qu'on peut avoir avec un employé? Ouais, bien sûr. Mais tu vois, on parlait des perspectives d'évolution qu'il faut offrir, mais il y a aussi implicitement quand tu recrutes quelqu'un en interne, tu as quand même un certain engagement implicite de par la relation humaine qui s'installe, et du fait que bah, tu dois aussi avoir la sécurité alors évidemment, si tu salaries dans un pays, tu as la loi qui vient là, mais même si tu prends quelqu'un en freelance, implicitement, tu as quand même, enfin, on est tous humains et on a quand même cette sensation d'avoir une certaine obligation de pas, on ne peut pas le virer du jour au lendemain, etc. Enfin, il y en a qui le font, mais en tout cas, moi, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision du recrutement quand on le fait en interne. Il y a toujours cette part où bah,
il y a un engagement et est-ce qu'on veut assumer ça, tu vois? Ça dépend de la sécurité financière de l'entrepreneur, du projet, etc. Donc, par exemple, quand on est un petit entrepreneur qui commence à faire je sais pas moi, ses 2000 euros de bénéfices, etc., on n'a pas encore peut-être la sécurité de se dire qu'on est prêt à s'engager implicitement avec quelqu'un, tu vois. Mhm. Alors que quand on est dans une PME, par exemple, là, on entre dans dans des problématiques qui sont assez différentes en termes d'outsourcing et de recrutement. D'accord. Et typiquement, qu'est-ce qui change sur cette question recrutement versus outsourcing quand on est une PME ou une ETI, enfin une boîte qui est plus grosse versus un entrepreneur? Déjà, là, on n'est plus dans déjà une PME déjà a une certaine sécurité financière et peut déjà euh, envisager finalement le coût de l'investissement dans des gens de manière beaucoup plus sereine, etc. Donc, la problématique de l'outsourcing, de l'enjeu, commence à se transformer. C'est-à-dire que, à mon avis, là, on est plus dans un rapport où, pour se demander si on outsource, il faut voir si les tâches sont standardisables et ont été standardisées, définies, etc. C'est-à-dire que et c'est moins le cas forcément quand on est un petit entrepreneur. Par exemple, quand on est une PME, on a des process clairs sur des tâches, on suit le process, ça fonctionne, etc., etc. Il n'y a pas finalement soit une décision stratégique, soit le besoin de louer un espace mental au-delà de la force de travail. C'est ça qui change. C'est-à-dire que, à mon avis, recruter entre guillemets un salarié ou quelqu'un en interne, il faut le voir non pas simplement comme finalement le fait on recrute entre guillemets de la force de travail, c'est plus que ça. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est aussi d'avoir une capacité à gérer tout un tas d'imprévus et finalement beaucoup plus de projets qui demandent de l'espace mental. C'est-à-dire que la personne est focus uniquement sur toi et a la capacité d'assumer un certain nombre de projets qui demandent l'espace mental, alors que l'outsourcing, justement, c'est pas le cas. Là, tu vas plutôt chercher quand tu es DRH, si tu outsources, tu vas chercher à prendre des tâches dont tu sais que les process ont été déjà faits et tu vois un intérêt en termes de flexibilité, c'est-à-dire que par exemple, tu prends un prestataire, tu sais, tu as un interlocuteur unique. Je pense que pour moi, c'est le bon process d'outsourcing quand tu bosses avec des PME. Parce qu'il y en a qui, entre guillemets, font ramener leurs sous-traitants finalement dans l'organigramme de la boîte et ça perd de son intérêt, même si c'est déjà une évolution. Ça perd de son intérêt parce que, en fait, dans une boîte, plus le nombre de collaborateurs augmente, plus ça crée des frictions, de la dispersion en termes d'efficacité parce que chacun ne sait pas forcément qui il doit contacter précisément. Et le fait de devoir gérer des communications qui viennent de personnes différentes, qui n'ont pas tous les éléments, etc., ça crée beaucoup plus de friction. Donc, quand tu outsources, tu vas chercher plutôt quelqu'un où il y a finalement une centralisation unique, c'est telle personne qu'on contacte et après ils font entre guillemets, leur tambouille en interne. Donc, en termes de flexibilité, ça permet le fait qu'il n'y a pas les mêmes engagements que si tu salariés, évidemment, tu vois, ou aussi même si tu prends des gens qui doivent, entre guillemets, évoluer sur le long terme, mais aussi ça permet de réduire le nombre de personnes qui sont dans ton projet et donc éviter la dispersion de toutes les équipes, etc. Donc pour moi, ça a vraiment un intérêt si tu as des process qui tournent et qui sont standardisés. Oui, je comprends. Et ça, tu vois, ça me fait penser ce que tu disais par rapport à recruter, avoir quelqu'un en interne, et tu parlais typiquement de devoir assumer des responsabilités, gérer des imprévus et on va dire être relativement créatif sur le poste même et être capable de le faire évoluer, d'aller amener tu vois, des nouvelles directions dans la boîte, amener des nouvelles idées, etc. Donc vraiment être force de proposition.
tandis que l'outsourcing, c'est quelque chose qui est cadré et finalement, il y a une sorte de responsabilité du résultat. On est là pour obtenir un résultat de manière prévisible et entre guillemets, on veut pas trop en entendre parler. Enfin, on a une personne, un interlocuteur en cas de besoin, mais on n'est pas là pour voilà, vraiment manager, gérer et aller dans le détail sur ce périmètre de tâches, quoi. Ouais, c'est ça. Et suivant les postes de ton entreprise, il y a des postes dans lesquels tu as plutôt besoin d'une force de travail seule. Et donc, je pense que c'est plus intéressant d'outsourcer. Où tu as des tâches, des postes, pardon, qui nécessitent plus la combinaison de deux, ou même certains postes qui nécessitent même uniquement de la gestion, et c'est l'espace mental, quoi. Mhm. Complètement. Alors, j'ai une question qui est plus spécifique au e-commerce. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, des postes, enfin, ou des zones dans le e-commerce qui sont relativement faciles à outsourcer, et tu vois, des choses qui, enfin, seraient propres au e-commerce par rapport à d'autres canaux comme, je sais pas, l'infoprenariat, puisque c'est ce que tu connais, ou d'autres business models comme une SaaS, ou, enfin, est-ce qu'il y a des choses dans le e-commerce qui sont faciles à outsourcer? L'avantage du e-commerce comparé à l'infoprenariat, c'est que je pense que les process sont beaucoup plus similaires d'un e-commerçant à l'autre, et donc ça facilite le fait d'outsourcer. C'est-à-dire que quand tu fais du Amazon, j'imagine, corrige-moi si je me trompe, mais l'interface d'Amazon quand même reste la même, etc. Les outils sont assez communs. Et les choses à faire, finalement, sont assez similaires en termes de gestion des stocks, gestion des reviews, en termes même de la publicité, par exemple, sur Amazon ou autre. Donc, les process sont beaucoup plus faciles à délimiter que les infopreneurs. Il y en a un qui va utiliser Podia, l'autre ClickFunnels, Ouais. machin, etc. Donc, donc je pense que c'est un avantage pour le e-commerce de faciliter l'outsourcing. Oui, complètement. Donc, sur Amazon, c'est clair qu'il y a une seule interface seller centrale qui est la même pour tous les e-commerçants. Et comme tu le dis, les process sont les mêmes. Et j'imagine après, tu vois, de la même façon, tu vois, si tu formes une personne de ton équipe à gérer un WooCommerce, elle sera capable de gérer tous les WooCommerce. Et pareil Exactement. pour un Shopify. Donc, il y a peut-être des variations d'une plateforme à l'autre, mais globalement, c'est des petits deltas et après voilà, d'un client à l'autre on est sur le même genre de tâches, le même environnement, et donc ouais, je comprends que ça soit quelque chose qui soit relativement standardisé d'un business à l'autre finalement. Et donc au niveau du service, donc vous avez monté une équipe qui peut se brancher comme ça sur des comptes Amazon et sur des business de e-commerce. Donc typiquement quand on parle d'Amazon, est-ce que vous faites de la gestion des reviews par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Exactement. C'est toutes les tâches qui sont globalement standardisées dans un business Amazon ou e-commerce en général. D'accord. Par exemple, la gestion des stocks, les mauvaises reviews, qu'est-ce qu'on fait, etc., machin. L'interface Amazon, etc. Donc toutes les tâches finalement qui sont standardisées. Ouais, tous les aspects de la performance Exactement, opérationnelle. ouais. Alors ça, c'est plutôt Julien qui s'en occupe parce que lui, il a une grosse expérience dans Mhm. l'e-commerce en ayant bossé pour Paul de Klim là et d'autres gros e-commerçants. Donc moi, c'est moins ma partie où je suis plutôt spécialisé infopreneur, mais en tout cas, c'est ce que je vois. On a déjà un agent qui est opérationnel là-dessus. Voilà ce que je peux dire là-dessus, quoi. D'accord. Et donc, vous êtes sur des business qui sont en français uniquement, ou typiquement, si on a un business sur Amazon Europe, la personne peut, ou les personnes peuvent opérer comme ça au niveau européen? Alors, nous, on a des agents qui sont bilingues, donc français-anglais. Après, s'il faut des langues particulières, le mieux, c'est de nous en parler et on voit si c'est possible ou pas. D'accord. C'est généralement suffisant, hein, français-anglais, pour gérer un business Amazon Europe, mais en effet, c'était juste pour savoir. Et du coup, la communication, donc si on travaille avec vous, si moi je vous donne mon compte Amazon, comment ça se passe? Je parle avec l'un d'entre vous, mais je parle jamais avec l'agent, c'est ce qu'on disait? Ou comment ça se passe au jour le jour avec de travailler avec vous, tout simplement? Donc, pour le moment, la communication se fait uniquement avec Julien, justement parce qu'il connaît et sait parler aux e-commerçants. C'est important en termes de communication, que la personne avec qui on travaille se sente vraiment compris,
dans ses besoins, etc. Et on a donc nos agents qui finalement effectuent les tâches, etc., qu'on manage, etc. S'il y a besoin de VT, etc., c'est nous qui nous occupons. Mhm. Mais à partir du moment où nos équipes gagnent en expérience, etc., et qu'on peut promouvoir quelqu'un, donc on a trois entre guillemets trois échelons. Il y a l'agent, d'abord il y a l'agent, après il y a le team leader et après l'operation manager. Mhm. À partir du moment où on va pouvoir promouvoir quelqu'un en operation manager, ce sera cette personne-là qui sera au contact direct au quotidien. Et Julien qui va chapeauter le tout, etc. Donc, mais l'idée, c'est d'avoir une personne unique. Et l'avantage de bosser justement avec un operation manager, en tout cas chez nous, c'est que à la fois la personne connaît un peu tout le business et est capable de voir si tout fonctionne, etc., machin, etc. Mais aussi, elle travaille, elle est dans la pratique puisqu'elle s'occupe elle-même des tâches qui vont être qui vont être les plus délicates dans les process qui ont été outsourcés. Ouais, super. Ok, écoute Félix, on en arrive à la fin de cette interview. Donc la question c'est où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, déjà, ça c'est passé vite. Donc, on mettra un lien en la description sur notre site, etc. Et si les gens veulent nous contacter, donc ils peuvent nous contacter par notre site ou directement, par exemple, sur Messenger. Donc, moi, je réponds sur Messenger. On mettra aussi le lien si des gens veulent plutôt discuter avec nous. Voilà. Nickel, donc ouais, votre service qui s'appelle le service client, en l'occurrence. Exactement, ouais. Super. Eh ben merci Félix pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Salut, merci à toi. Voilà pour l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair sur tout ce qui touche à l'outsourcing. Avant de se quitter, quelques petites choses à vous dire. Donc comme d'habitude, les liens sont en description du podcast si vous voulez retrouver typiquement le service de Félix ou le contacter directement. Autre chose, si vous n'êtes pas encore sur la newsletter Jams, je vous invite à la rejoindre. Donc ça se passe à l'adresse suivante jams.fr/email. Donc ça s'appelle jamz.fr/email. Et donc sur cette newsletter, vous recevez des conseils, des stratégies, des études de cas en lien avec la vente sur Amazon. Et comme je le disais en intro, des infos sur les futures formations qui vont sortir, des formations très spécifiques, très pointues, sur des sujets qui sont jusque-là pas couverts sur le marché. Et donc pour rien rater, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est rejoindre cette newsletter. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye.